bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats. L'invité que je reçois est d'origine congolaise. Il est docteur en sociologie, il est fonctionnaire dans un établissement public territorial français en région parisienne. Il enseigne aussi la sociologie à l'école normale sociale. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 romans, On m'appelait Ascension Ferrier, et puis La brève histoire de ma mère, Dibakana Mankessi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, et vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors, en tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Oui, parce qu'il y a un nouvel ouvrage et il faut en parler. Bien sûr. C'est un recueil de nouvelles qui s'intitule Atipo, mon mari et autres nouvelles, et c'est aux éditions La Doxalie. On en parle tout de suite dans le chapitre Au fil des pages. Dibakana Mankessi, alors tout d'abord, pour quelle raison avez-vous abandonné le style roman pour vous laisser transporter dans ce style, dans l'écriture de nouvelles? Oui, en effet, mes premiers ouvrages de fiction, c'était des romans. Et là, je me suis j'ai senti un désir de changer un peu de style et de m'essayer à la nouvelle. Et donc, c'est tout simplement un désir que j'ai voulu assouvir et puis partager avec les lecteurs, changer un peu de style, quoi. Alors, entre un roman, écrire une histoire dans un roman et écrire des nouvelles, il y a une différence. Exactement. C'est plus aisé d'écrire des nouvelles ou plus difficile? Alors, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est plus difficile ou plus aisé, mais j'ai l'impression qu'avec le roman, on va pas dire que c'est plus facile, mais c'est un peu plus aisé, comme vous avez dit. C'est-à-dire qu'il y a une histoire que vous poursuivez au fil des pages, alors qu'en matière de nouvelles, il en faut plusieurs. Et donc, il faut déjà garder le rythme, et puis ne pas trop perdre le lecteur en diversifiant trop les thématiques. Alors que, en même temps, paradoxalement, la nouvelle permet d'aborder plusieurs thématiques à la fois. Donc, ce qui m'a intéressé aussi à travers cette expérience, c'est d'aborder plusieurs expériences, plusieurs thèmes à la fois, en sachant également qu'en fait, ce n'est pas les premières nouvelles que je publie. J'ai déjà publié d'autres nouvelles, mais dans des livres collectifs. C'est-à-dire qu'on était plusieurs auteurs, et chacun d'entre nous avait quelques nouvelles. Mais c'est le premier recueil où je suis l'auteur principal, en fait. Alors, abordons justement ces quelques nouvelles. Il y a 11 nouvelles dans ce recueil. Alors, on rencontre des personnages très drôles. Moi, je trouve que chacun a une personnalité assez mémorable. C'est-à-dire qu'on se souvient très bien de chacune des nouvelles. Et donc, des personnages donc, attachants, émouvants, parfois complexes. Et commençons par Atipo. D'ailleurs, c'est cette œuvre la première qui donne le ton à votre recueil, Atipo, mon mari. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui va quitter en fin de compte, sa famille, son village, pour aller rencontrer la première fois son mari. Exactement. Alors c'est assez drôle parce que elle ne l'a jamais vu. Donc non, elle débarque en France. Oui, tout à fait. Donc elle débarque en France. En fait, la jeune fille habite en Afrique. Et il y a une personne en France, une personne de la diaspora, on va dire, qui demande à ses parents de lui trouver une épouse. Et ses parents donc font ce qu'il faut, et puis la jeune fille accepte après quelques hésitations évidemment, mais les parents insistent, et donc la jeune fille finit par épouser ce personnage par procuration, d'autant qu'elle a vu les photos que le monsieur envoie, il a trouvé un beau monsieur, beau mec et tout, et puis on lui a présenté ses meilleurs jours, quoi. Et donc la jeune fille vient à Paris pour rencontrer son épout, et l'un n'a jamais vu l'autre, sauf à travers les photos, quoi. Voilà. Et surprise quand elle arrive. Alors c'est vrai qu'en plus, elle est jeune, on se dit, elle décrit, c'est vrai, dans cette nouvelle, c'est un homme, on sent qu'il vit bien financièrement, Exactement. il apporte des cadeaux, donc c'est comme si c'était une bonne...
une bonne personne, quoi. Voilà, de bonnes conditions de bonnes sociales. conditions sociales, exactement. Et c'est en tout cas comme ça qu'on lui vend l'affaire, que ses parents lui vendent l'affaire, et elle est intéressée. Et puis, bon, elle le dit, elle avoue qu'elle est également intéressée par le fait que, bon, quand même, derrière ça, il y a le voyage, quoi. Il y a le voyage à Paris, Elle Paris peut qui est une continuer ville, ses elle études. peut continuer ses études et tout ça. Donc, finalement, elle se laisse convaincre par ses parents d'accepter ce mariage. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai, ce qui est drôle dans cette nouvelle, c'est la manière, en fin de compte, quand elle arrive, elle sort de la douane, et donc elle voit un monsieur, mais mal habillé, qui tient une pancarte, qui tient, il y a Avec son nom tout à dessus, fait, sur cette pancarte, et elle se demande, mais qui c'est ce monsieur? Elle dit, ah non, Tout à non, il est fait. hors de question, il est mal fringué, mais c'est qui ce monsieur? Donc Exactement. elle passe Elle devant passe. lui, Tout et à lui fait. non plus ne la reconnaît pas. Pas du tout, parce qu'il ne le connaît pas. Il ne connaît pas cette jeune fille. Et par contre, la fille a vu les photos. Donc, elle, quand elle sort quand elle arrive justement à ce passage que nous connaissons tous, lorsqu'on arrive dans les aéroports, il y a des personnes, quand on ne connaît pas la personne, on a une pancarte qu'on montre comme ça avec le nom de la personne. Oui, on pense Et à donc, un conducteur de taxi. Enfin, un exactement, chauffeur de taxi. exactement. Et là, donc, elle voit cette personne qui tient la pancarte portant son nom, mais elle se dit, non, mais ça peut pas être... Déjà, elle ne ressemble pas à la photo Oui. que j'ai... Donc, c'est pas mon mari. Donc, c'est pas mon mari. Mais qui c'est celui-là? Bon, mais c'est certainement mon mari qui l'envoie, mais non, il est trop bizarre. Donc, moi, je ne m'approche pas de lui. Je préfère attendre que mon mari arrive pour pouvoir le rencontrer. Mais ce personnage qui est tout bizarre, non, je ne vais pas m'en approcher. Voilà. Mais il y a d'autres nouvelles, bien sûr, qui vont faire rire les téléspectateurs. C'est par exemple le blues du dragueur. Je me suis dit, alors peut-être que ce dragueur, c'est Dibakana Mankessi, qui aime être en compagnie des femmes, qui préfère même être en compagnie des femmes que plutôt passer cette compagnie, c'est-à-dire aller dans le lit. Il aime bien oui, draguer. C'est un dragueur invétéré. Et lui, tout son plaisir, il ne le tire pas en allant plus loin avec les femmes. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la surface, quoi. Draguer, faire le beau, plaire et tout ça, mais sans plus. Bien que, effectivement, il y a certaines filles quand même qui arrivent à l'emmener jusqu'à leur désir à elle. Et ce jeune dragueur invétéré, il lui arrive quelques mésaventures, quoi. Oui, mais ce n'est pas vous, c'est pas votre Ah portrait. non, on m'a déjà posé la question. C'est pas mon portrait, c'est pas autobiographique. Ça, je rassure les lecteurs. Bien qu'on ne parle que des choses qu'on connaît le mieux, mais voilà. Mais ça, c'est pas moi, c'est pas autobiographique en tout cas. Autre histoire. Alors, en attendant Ruquier, cette nouvelle, c'est l'histoire d'un homme qui va quitter des amis après un dîner et en fin de compte se dépêche parce qu'il a besoin de voir l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. C'est une émission que vous regardez? C'est vrai que je regarde beaucoup cette émission et c'est vrai que je dois avouer que c'est l'une de mes émissions préférées. Ouais. C'est pas le cas de la plupart de mes amis qui me reprochent mais qu'est-ce que tu trouves de bon à cette émission? Mais j'aime bien parce que la variété qu'il y a, la variété des invités, des sujets, des thématiques. Donc c'est vrai que pour le coup, là, effectivement, ce n'est pas moi, mais par rapport à l'émission, je suis effectivement un fidèle de l'émission de Laurent Ruquier. Oui. Alors, dans cette histoire, donc ce monsieur est tellement pressé de voir l'émission de Laurent Ruquier, donc il s'arrête en bordure, en lisière de forêt. Il installe comme ça son écran de télévision. Hop, il sort vite les antennes pour capter l'émission. Et puis, tout d'un coup, il entend des drôles de bruits dans cette forêt profonde, sombre, obscure. Oui, tout à fait. Donc ce jeune homme, effectivement, il ne peut pas rater l'émission de Ruquier. Et d'ailleurs, donc, pour prévoir, quand il sort un samedi, quand il sent que c'est possible qu'il rate l'émission de Ruquier, il prend son téléviseur, un petit téléviseur, il ne prend pas le grand plasma, mais il le met dans son coffre. Et puis en plus, il branche tout, il branche avec la batterie de la voiture pour pouvoir suivre. Donc c'est ce qu'il fait ce jour-là. Parce qu'il se trouve hors de chez lui à l'heure où l'émission de Ruquier passe. Mais le problème, c'est que ça se passe, il est entre Orléans et Paris, dans l'une des forêts autour d'Orléans. Et donc, il s'arrête, il branche les antennes et il suit l'émission. Et pendant qu'il suit l'émission, il entend dans ce bruit qui lui rappelle des musiques qui sont chantées dans son pays d'origine, qui lui rappellent l'Afrique et tout. Et il se rapproche.
Et puis là, ils voient un groupe qui chante, qui danse pendant la nuit, minuit passé. Oui. Et c'est à ce moment-là que lui-même, il intéresse d'autres personnes, des inconnus qui vont le rattraper et puis qui vont l'arrêter, qui vont l'enlever quasiment. Oui. Parce que, voilà. Mais on ne va pas tout dire. Non, bien que sûr. les lecteurs puissent découvrir l'histoire. Et puis, il y a bien sûr une autre histoire comme Un curieux vagabond. Mais je voulais m'arrêter surtout sur celle du légionnaire. Oui. Parce que là, c'est quand même celle... c'est la seule qui se passe, en fin de compte, sur le continent, on va dire vraiment. Alors, sur le continent, il y a celle-là. Enfin, celle-là se passe une partie sur le continent et une partie ici. Mais celle qui se passe uniquement sur le continent, c'est celle de l'écrivain Ikobo, peut-être dont vous parlerez plus tard. Oui, donc par rapport au légionnaire, parce que c'est vrai qu'il y a toute une histoire, une actualité en fin de compte, puisque ce militaire, cet officier, est témoin d'atrocités, de violence, mais du côté de son régiment. Du côté de son régiment, c'est un militaire tout à fait officiel de l'armée. Qu'on envoie dans une mission pour soi-disant arrêter un rebelle, sauf que lorsqu'il y arrive... Et protéger la population et protéger la population civile. Et là, sauf lorsqu'il y arrive, il voit des choses qu'il n'avait pas le droit de voir et il sait que sa seule solution de survie, c'est de quitter le pays. Sinon, il va se faire liquider tout simplement. Et donc, il se débrouille pour quitter le pays et puis il arrive en France où il se fait légionnaire. Sauf que là également, son histoire va le rattraper. Oui, son histoire va le rattraper. Mais aussi pour cette légion, quel symbole, selon vous, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, cette légion? Alors, moi j'ai eu beaucoup de copains militaires qui ont fait l'école militaire, qui sont des soldats aujourd'hui encore. Et beaucoup d'entre eux, peut-être même tous, ils ont un grand respect pour la Légion étrangère française. Oui. Et j'en ai entendu quelques-uns qui disaient vraiment si je dois exercer un autre métier, je resterai militaire, mais si je dois exercer un autre métier dans une autre armée, ça serait la Légion étrangère. Et j'ai même des copains, l'un de mes copains militaires justement, qui pour lui, le rêve extrême, c'est que son fils puisse intégrer la Légion étrangère. Donc voilà. Ouais. Et je pense que la Légion étrangère française est un corps militaire qui, alors déjà par rapport à son histoire, parce qu'elle reçoit des personnes de toute origine, y compris des personnes qui ont un passé trouble, bizarre et tout. La porte leur est ouverte, donc je pense que cet aspect-là également intéresse. Et puis peut-être aussi la qualité des missions auxquelles ils sont confrontés, parce que c'est des personnes qu'on voit dans les missions les plus difficiles. Peut-être aussi le goût de l'aventure. Voilà, donc, mais je sais qu'il y a quelques Africains, en tout cas, j'ai beaucoup de copains qui ont un rêve de la mission, de la Légion étrangère. C'est pas mon cas, moi je suis pas militaire, mais j'ai des copains qui ont vraiment une admiration folle de la Légion étrangère. Alors voilà. Ce qui m'a inspiré de mettre cet homme dans cette situation-là. Oui. Alors, parfois, dans certains de vos personnages, on découvre, bien après, lorsque l'histoire, on est rentré dans l'histoire, que le personnage est noir. Par exemple, je pense à ce curieux vagabond, parce que vous décrivez sa femme, c'est une Française caucasienne, et je pensais que le mari était également caucasien. Et là, on découvre que c'est un couple mixte. Oui. Alors, dans cette nouvelle, j'ai voulu aborder plusieurs aspects. D'abord, effectivement, le thème de la disparition des enfants. Des enfants, voilà, quasiment chaque mois, on entend qu'un enfant s'est fait enlever, qu'elle a disparu. Donc, il y avait ce thème-là. L'autre thème, c'est le thème des couples mixtes. Alors, selon ce qu'on entend, c'est que c'est parfois pas évident, de part et d'autre, pas seulement d'un côté ni de l'autre, mais en tout cas, par rapport aux parents, d'accepter que leur enfant puisse être avec quelqu'un d'une autre culture. Et pour gérer justement cette affaire d'enlèvement, malheureusement, il y a ces aspects-là qui reviennent. C'est-à-dire que les parents de la femme, qui est donc d'origine européenne, ils rappellent à leurs filles qui n'ont pas été d'accord que... Bon, et
puis, il y a beaucoup de choses qui se passent après, si Ouais. je vais dire Oui. la fin de l'histoire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle qui aborde beaucoup de questions, toujours beaucoup de questions dans ce livre sont liées à l'immigration, aux personnes venues d'ailleurs, et tout ça, quoi. Comment ils Ouais. vivent ici, comment ça se passe. Hein. Voilà. Et donc, cela vous a aidé, en fin de compte, le fait que vous soyez sociologue, de votre regard, votre observation de la société, de la transmettre, de la transposer dans vos nouvelles. Alors, certainement que cela m'a aidé, parce que, bon, malheureusement, on n'y peut rien. On apprend des choses et ces choses restent. Et puis, ces choses façonnent notre regard, ils façonnent également notre façon d'écrire. Mais, alors, ce que vous me dites là, c'est assez intéressant, parce que j'ai un autre lecteur qui m'a fait la même observation, un critique littéraire, qui me disait, mais tiens, on sent que vous êtes sociologue de formation, on le sent quand vous dites. Bon, j'allais dire c'est un peu dommage, mais, mais en fait, j'écris certainement que ça affine le regard. Alors, est-ce que c'est pour la beauté du geste? Est-ce que c'est pour la beauté du texte? Ça, c'est au lecteur de le dire. Mais je pense qu'effectivement, que le fait que, comme il serait de même de la part d'un médecin, certainement, il écrit d'une certaine façon, je pense, oui. Mais est-ce qu'à travers vos nouvelles, il y a un message que vous souhaitez délivrer? Alors, je ne pense pas vraiment. En tout cas, c'est pas l'objectif. Mais évidemment, lorsqu'on écrit, on veut partager. La première chose, je pense, lorsqu'on écrit, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que j'ai envie de partager quelque chose, de partager une expérience, de partager une façon de voir les choses. Mais c'est pas forcément pour faire passer les messages. Mais évidemment, je crois que dans tout ce qu'on fait, on veut faire passer un message. Mais c'est vraiment pas l'objectif. C'est plus de partager, parce que les messages, finalement, on peut pas, enfin personnellement, je peux pas en avoir à partager parce que c'est plutôt susciter de l'interrogation. C'est plutôt ce qui me plairait moi, si cela peut être le cas des lecteurs après m'avoir lu, c'est susciter du questionnement, susciter de l'interrogation, susciter de la réflexion. Beaucoup plus ça que faire passer le message. Ouais. Voilà, ça sert beaucoup plus cet objectif-là. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Dibakana Mankessi, je laisse aux téléspectateurs de découvrir cet Atipo, Mon mari, voilà, et autres nouvelles chez La Doxa Édition. Et on va passer tout de suite à Carte sur table. Dibakana Mankessi, comme j'ai dit au début de l'émission, vous êtes fonctionnaire dans une structure publique. Vous avez été ou êtes toujours conseiller en gestion. Non, Non, pas du plus. tout. Voilà. Vous enseignez la sociologie à Exactement. l'école normale sociale. Et C'est puis, ça. vous avez aussi co-dirigé un ouvrage collectif de sociologie, L'Afrique des familles. Alors, quel est cet ouvrage? De quoi parle-t-il? Alors, l'Afrique des familles, c'est en effet un journal, un ouvrage que j'ai co-dirigé avec un collègue de l'université Marien Gouayu de Brazzaville, le professeur Jean-Pierre Missier, malheureusement, qui nous a quittés. Donc, nous sommes une vingtaine d'auteurs, parmi de plusieurs nationalités, des Gabonais, des Nigérians, des Camerounais, ainsi de suite. Donc, il s'agissait dans cet ouvrage, en fait, d'interroger la famille africaine. Où en est-elle, là, cette famille? Quelle est-elle aujourd'hui, du fait des différents bouleversements qu'a connu l'Afrique, du fait des changements sociaux? Quelle est la famille aujourd'hui? Quelles sont aujourd'hui, par exemple, les relations parents-enfants, qu'est-ce qui a changé? Les relations entre générations, qu'est-ce qui a changé? Les questions aussi, par exemple, touchant à la sorcellerie, par exemple. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est géré de la même façon qu'avant? Ou bien comment ces questions-là sont gérées aujourd'hui? Les questions de couple, on venait d'en parler par rapport à Tipo, mon mari, mais là, les questions de couple abordé aussi sous l'angle des nouvelles technologies, comment les nouvelles technologies, là par exemple dans ce texte, il y a un collègue qui a abordé la question des couples qui naissent à travers les réseaux sociaux.
où, de façon générale, le mari est occidental et les femmes sont africaines, et Oui. le lien se fait à travers les réseaux sociaux, Oui. comment sociologiquement ça se passe, comment c'est géré, ainsi de suite, donc ces questions-là. Et la question du foncier aussi, vraiment, il y a plusieurs aspects qui sont abordés. Une vingtaine d'auteurs, ça veut dire plusieurs aspects, quoi. Donc, Oui. c'est vraiment, je pense que c'est un livre qui est très important pour comprendre ce qu'est la famille aujourd'hui, la famille africaine aujourd'hui. Et lorsque vous abordez les cours de sociologie Ouais. avec vos enseignants, alors avec vos étudiants, alors quelle direction, quelle thématique abordez-vous? Alors, la thématique que j'aborde avec les étudiants concerne beaucoup plus les questions du changement social. Et puis, moi, je fais beaucoup de la direction de mémoire, c'est-à-dire la C'est marrant parce démarche. qu'il y a une histoire comme ça, il y a une nouvelle où il y a Oui, oui, il y a effectivement un un professeur, un doyen, oui. doyen qui cherche, enfin un étudiant qui cherche un directeur de thèse. C'est vrai que c'est des choses que nous avons connues. Donc moi je dirige des mémoires d'étudiants. Donc mon cours principal c'est sur la démarche méthodologique. Comment justement faire un mémoire, quelles sont les différentes étapes de la démarche scientifique, comment aller sur le terrain, aller chercher l'information, comment l'analyser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça l'un de mes enseignements. Et puis l'autre enseignement, c'est de façon générale la sociologie. Qu'est-ce que c'est la sociologie générale, quoi? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les pères fondateurs? Quels sont les différents concepts, ainsi de suite. En général, un sociologue, c'est juste observer, mais est-ce qu'il a le droit d'apporter subjectivement sa propre réponse sur cette société? Évidemment, évidemment. Alors, je pense parfois que le médecin, pardon, le sociologue peut être considéré comme le médecin de la société. C'est-à-dire que l'une des missions du sociologue, c'est donc d'analyser justement le fonctionnement de la société. Qu'est-ce qui fonctionne, où se trouvent les problèmes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ces problèmes-là. Donc oui, le sociologue peut effectivement apporter des réponses aux différentes questions qui se posent. Déjà, il va sur le terrain, il recueille de l'information qu'il analyse, et à partir de l'analyse, il peut en tirer des conclusions. Mais en matière de recherche, et c'est l'une des choses que j'explique aux étudiants, la recherche, ce n'est pas la prospective. Ça, c'est autre chose. C'est toujours le travail du sociologue, mais c'est deux choses tout à fait différentes. Dans la prospective, on va proposer des solutions. On a fini d'analyser, on propose des solutions. En revanche, lorsqu'on fait de la recherche, on n'a pas à proposer des solutions. On dit juste ce qu'il y a comme problème, ce qu'il y a comme situation, comme phénomène, les réalités de ces phénomènes-là, les différents éléments à mettre en lumière, et puis on s'arrête là. Là, le travail du scientifique. Ensuite, si on veut aller plus loin, mais là, on n'est plus un scientifique, on est maintenant, je sais pas moi, un consultant, par exemple, là, on propose des solutions, mais c'est pas le même travail. Même si on se sert des mêmes outils, mais les deux travaux sont différents. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dibakana Mankessi. On voit que vous êtes passionné par votre métier, le fait d'être sociologue. Ça fait un moment que je fais ça, j'enseigne depuis une vingtaine d'années, donc c'est vrai qu'il y a quelques réflexes qui reviennent très vite. Et puis, je continue à mener de la recherche, je publie des ouvrages en sociaux, je publie des articles dans des revues scientifiques, donc effectivement, c'est vraiment l'une de mes activités principales, on va dire. Voilà. Eh bien, comme c'est une des activités principales, on va parler aussi de ce coup de cœur, puisque vous écrivez, donc on va voir votre auteur préféré dans cette dernière partie d'émission. Dibakana Mankessi, alors, quel est ce coup de cœur que vous avez choisi? Alors, le coup de cœur que j'ai choisi, c'est c'est un livre d'un auteur très connu, prix Nobel de littérature, Gabriel Garcia Marquez. Et le livre, c'est un tout petit livre qui n'est pas peut-être très connu, mais qui a fait polémique et qui a pour titre « Mémoire de mes putains tristes ». Oui. Voilà le coup de cœur. Oui, pour quelle raison avez-vous Alors, choisi pour quelle raison? Parce que ce livre ce livre fait partie des livres qui ont changé mon regard sur le monde.
Ça fait Sur partie les des... prostituées ou sur... Non, non, pas du tout. Non, parce que ce sont Non, des c'est mineurs, c'est ça en plus. Oui. justement, c'est ça. Effectivement, et d'où la polémique, parce que en même temps c'est normal, mais je veux dire, c'est un peu dommage que ce n'est que cet aspect-là. Moi, vraiment, quand j'ai lu le livre, curieusement, j'ai pas eu la même impression que, voilà, j'ai pas eu l'impression que ça parlait que de prostitution, mais j'ai trouvé que, alors les raisons donc, je disais, je pense, pour moi, tel que je l'ai lu, c'est une ode à la vie, un hymne à la vie, un hymne à l'amour, et aussi une réflexion sur le temps qui passe, sur le temps qui passe, sur le vieillissement. Parce que voilà un monsieur qui a 90 ans, qui sait qu'il va mourir bientôt et qui, avant de mourir, eh bien, il veut passer du temps avec justement des prostituées, mais je pense que c'est pas le plus important. Là où ça a changé vraiment mon regard, hein, ce livre-là, c'est avec ce livre que j'ai compris qu'en fait, l'être humain, quel que soit l'âge qu'il a, quelle que soit sa condition, il a besoin d'être aimé, il a besoin de se faire aimer par d'autres. Besoin d'aimer, mais besoin aussi de se faire aimer. Et depuis ce jour-là, enfin depuis la relecture de ce livre, je ne dis plus mais comment cette personne qui a tel âge peut-elle s'habiller de telle façon, peut-il aller à tel endroit? Non, non, non. Oui. Parce que, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition sociale, on a besoin d'amour, on a besoin de se faire beau, on a besoin d'être aimé, quoi. Voilà. Et d'aimer les autres. Voilà. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse. Moi. Et puis c'est très bien écrit, évidemment. Garcia Marquez, c'est l'un quand même des plus grands écrivains de ce monde, on va dire. Il n'est plus là, mais je pense que son œuvre est et il restera très longtemps. J'aurais pu citer aussi un autre livre, 100 ans de solitude. Mais en ce qui me concerne, vraiment, ce livre, mon coup de cœur, c'est celui qui m'a le plus marqué de cet auteur-là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Dibakana Mankessi, pour votre coup de cœur. Et puis aussi, vous êtes venu nous voir pour votre nouveau livre, cette dernière parution, Atipo, Mon mari. C'est un recueil de nouvelles voilà, qui est publié chez Ladoxa Édition. Merci beaucoup, Dibakana Mankessi. Merci de m'avoir reçu, Patricia Draline. Je vous en prie. Alors, quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.